Ja, heel erg goedemorgen iedereen. Hartelijk welkom op dit debat waar we het gaan hebben over de impact van coöperaties. Sur ce débat sur l'impact des coopératives. Vous êtes présents ici, donc je crois que nous ne devons pas parler de l'impact des coopératives au niveau social et socio-économique, mais nous allons parler des conditions pour pouvoir avoir un impact le plus grand possible. Et nous parlons de l'impact et nous allons nous poser aujourd'hui la question de savoir quel est l'impact de l'ancrage local, quel est l'impact de la croissance économique, y a-t-il une contradiction sur le fait d'aspirer à un impact social et à la croissance économique, parce que dans les coopératives, il s'agit de l'implication des membres, la démocratie sociale, comme vous l'avez vu sur les slides d'Alex. Donc, s'agit-il d'une contradiction, oui ou non? Quelle est l'utilité de coopératives, de liens de coopération? Nous avons invité quelques coopératives dont nous savons qu'il y a des coopératives intersectorielles. Donc voilà, c'est le contexte du débat actuel. Nous avons 4 intervenants de haut niveau à qui nous allons poser ces questions sur l'ancrage local, sur le réseautage, sur la croissance économique. Bien sûr, moi, je vais poser les questions. J'ai aussi des questions supplémentaires que moi j'ai préparées. Mais donc, moi, je suppose que vous avez aussi des questions à poser. Donc, moi, je souhaite que c'est quand même un débat interactif. Donc, vous savez, je vois que vous avez les casques, donc il y a une traduction simultanée qui est prévue. Ça veut dire que chacun peut parler sa langue. Donc, moi, je vais faire le débat comme un bon Belge dans le néerlandais et le français. Mais pour vous, il y a la possibilité de parler votre propre langue. Comment on va procéder? Je vais demander à les 4 orateurs de faire une brève présentation de leurs activités, un peu expliquer quelles sont les activités de leur coopérative de l'ASBL, parce qu'on a quelqu'un qui gère une ASBL. On va demander de présenter un peu les activités, un peu parler de leur valeur ajoutée, l'impact sur la société, point de vue écologique, économique et sociétal. Donc moi, je voudrais demander à Bernard, comme premier orateur. Ik denk dat u allemaal Bernard Bayot zou moeten vous connaissez tous Bernard Bayot. Bernard, vergelijk ik een beetje Bernard, je lui compare toujours avec ce que j'ai vu quand j'étais jeune. Je ne sais pas si vous connaissez Star Trek. Ça s'est toujours terminé avec The Boldly Men Where No One Has Gone Before. Et voici, c'est une personne qui a fait des choses inédites. Il a l'ambition, il a déjà fait de grands progrès dans la fondation d'une banque. Après la crise bancaire, comme vous le savez, en 2008, notre système s'est presque implosé. Il y a eu une autorité forte et nous sommes retournés à une ancienne époque socio-économique. Maintenant, nous devons penser à des alternatives et Bernard l'a fait effectivement. Votre coopérative et aussi vos ambitions, bien sûr. Sinon, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup. Il y a juste une petite remarque, c'est que bien entendu, je ne suis pas du tout le seul à avoir participé à la création de cette banque dans un esprit évidemment coopératif. Il y a des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, et puis aujourd'hui 116 000 citoyennes et citoyens, mais aussi 350 organisations de la société civile qui sont membres et acteurs de ce changement. Alors, très rapidement, effectivement, tout commence en 2008 avec la crise financière. Il existait déjà au préalable en Europe des banques coopératives, des banques éthiques, qui en général ont très bien passé la crise, au contraire des grosses banques systémiques vous savez qu'en Belgique, il y a 4 grosses banques qui ont à peu près 80% du marché. 3 des 4 menaçaient faillite si les pouvoirs publics n'étaient pas intervenus pour les sauver. Donc, ces modèles alternatifs existaient, mais en général étaient de très petite échelle. Et donc, on s'est retrouvé à quelques-uns à se dire, mais comment peut-on faire évoluer, non pas le modèle, mais l'échelle du modèle.
Et en particulier en Belgique, vous savez qu'il y avait, jusqu'il y a 25-30 ans, un fort mouvement bancaire coopératif qui avait des parts de marché entre 30 et 40% jusqu'il y a au début des années, fin des années 80, début des années 90. Et tout cela a très largement disparu aujourd'hui. Et donc, avec cette disparition aussi, une diversité du monde bancaire belge. Et donc, la volonté des concepteurs de Newbie était de dire, eh bien, nous allons recréer une banque coopérative en Belgique, qui bien sûr est une banque locale, durable, coopérative, je l'ai dit, mais aussi d'une certaine grandeur. Le but, il y avait déjà Triodos Bank, la filiale de la banque néerlandaise qui était active en Belgique depuis un certain nombre d'années. Mais à la différence de Triodos, Newbie a l'ambition, à terme, de devenir une banque sensiblement plus importante pour justement changer le cours des choses. Alors, je détaillerai peut-être tout à l'heure sur l'impact social et environnemental, mais très rapidement sur l'histoire de Newbie, pour ne pas être trop long. Nous avons donc d'abord, pendant 18 mois, fait le tour de la Belgique, parce que cette idée ne pouvait être portée que par le Nord et le Sud, que par les différentes tendances sociales, philosophiques, religieuses, politiques de notre pays, sinon ça n'avait aucun sens. Donc on a commencé à faire le tour d'un certain nombre d'organisations pour leur expliquer la démarche et essayer d'obtenir leur adhésion. Et puis effectivement, en 2011, on a créé la coopérative, avec à l'époque une quarantaine d'organisations qui soutenaient cette démarche. En 2013, nous avons fait une première campagne auprès du grand public. On espérait avoir 10 000 coopérateurs en 100 jours. C'était un peu notre objectif, un peu fou, nous disait-on. Et finalement, on a terminé avec 43 000 coopérateurs au bout des 100 jours, ce qui montrait qu'il y avait évidemment une attente très forte dans le public. Et puis voilà, je vous passe tous les détails. On n'a pas eu que des vents dans le dos, on a aussi des vents contraires. Toujours est-il qu'on a dû chaque fois un petit peu redéfinir notre évolution, parce que construire une banque en Belgique, c'était quelque chose qui ne s'était plus fait depuis 60 ans. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et finalement, on est arrivé en 2019 à déposer un dossier d'agrément bancaire, une campagne de capitalisation qui a fait qu'on est monté effectivement de 151, 52 000 coopérateurs en 2019 à plus du double aujourd'hui, qu'on a réuni 35 millions d'euros en 5 semaines. Et donc aujourd'hui, depuis début 2020, nous sommes effectivement une banque. On a l'autorisation de faire la banque. Et effectivement, en plein Covid, on a reçu la bonne nouvelle le 31 janvier 2020. C'était le lockdown quelques jours après. Donc vous imaginez comme c'est facile de monter une banque comme ça avec des collaborateurs qui ne se sont jamais rencontrés, qui sont à distance. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que fin de l'année passée, l'ensemble de l'offre bancaire est disponible, depuis l'année passée, est disponible pour les particuliers. Donc il y a des comptes d'épargne, des comptes courants, cartes de débit, des produits d'assurance, des produits d'investissement et des crédits verts. Et actuellement, nous sommes occupés à travailler à la solution identique pour les professionnels qui devrait être disponible dans les prochains mois. OK, merci Bernard. Moi, je voudrais accueillir Mathilde Leboeuf, s'il vous plaît. Donc, je peux déjà vous expliquer qu'elle est responsable de CABA, j'exprime ça bien. Donc, c'est une coopérative des artisans dans la transition alimentaire, si j'ai bien compris. Selon votre site web, vous êtes une coopérative belge. Donc, mais avant qu'on commence à chanter la Brabançonne, j'ai quand même vu que vous êtes surtout actif sur le champ de Bruxelles. Et je vous laisse la parole de présenter votre initiative coopérative. Merci Peter. Donc oui, CABA est une coopérative de producteurs, d'artisans et de mangeurs située en région bruxelloise. Donc c'est toujours intéressant de voir comment sont nés les projets, comme l'expliquait Bernard. Dans le cas de CABA, la coopérative est née au sein d'une ASBL qui s'appelle SAWB, que vous connaissez peut-être, une ASBL en économie sociale. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que les producteurs, artisans, avaient tous des besoins communs, et notamment des besoins de soutien en logistique et commercialisation. Et donc, à la place d'aider ces producteurs séparément, on a décidé de créer une coopérative pour pouvoir les aider de manière plus structurelle. Et c'est comme ça qu'est né CABA. Donc CABA est né a été créé en mai 2020, donc en plein Covid. On était prêts à se lancer, on s'est dit bon, voilà, puisqu'on y est, allons-y. Ce qui n'a pas forcément été facile parce que l'époque a été très faste, je dirais, pour les circuits courts qui étaient déjà en place, mais pour les structures en développement, c'était pas forcément évident.
Donc on a quand même passé le confinement et aujourd'hui on réunit une quarantaine de producteurs et on distribue sur Bruxelles des produits bio, en agriculture paysanne, locaux et donc ou en filière contrôlée. Donc pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de soutenir les producteurs et de développer une agriculture qui soit bio, locale, afin de sortir d'un système d'agroalimentaire qui est quand même qui présente de nombreux biais. Donc, que vous connaissez sûrement. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer les circuits courts sur Bruxelles. Ce travail n'est pas fait seul, c'est un travail qui est fait en collaboration. Et en fait, le développement même de Kaba est basé sur la collaboration. Notamment, aujourd'hui, 3 collaborations très fortes. Une collaboration avec la coopérative Réseau Paysan, qui est en province du Luxembourg. Et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi une collaboration naît. Dans notre cas, c'est qu'eux, ils avaient des demandes sur Bruxelles et nous, on souhaitait faire évoluer notre offre. Et donc, la collaboration s'est montée sur le fait qu'on avait des besoins communs. Et aujourd'hui, on distribue les produits d'une vingtaine de fermes de la province du Luxembourg en région bruxelloise grâce à cette collaboration. Ça nous a permis de nous soutenir dans notre développement. La deuxième collaboration, c'est avec le réseau des Gazap. Là encore, cette collaboration, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est basée sur un besoin commun. Dans leur cas, de soutenir leurs producteurs et leurs artisans avec une logistique. Et nous avons les capacités logistiques de le faire. Et donc, nous mutualisons ces besoins et cette solution pour pouvoir soutenir leurs producteurs et leurs artisans. Et donc, là encore, ces 2 collaborations nous ont aidés à nous développer. Et aujourd'hui, on continue le développement. Notamment via un collectif qui s'appelle le collectif 5C, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un collectif wallon et de coopératives circuits courts wallon et bruxelloises. Donc il y a une quarantaine de coopératives qui font partie de cette ASBL. Et l'objectif, là encore, c'est de mutualiser. Donc je vous dirais dans le même esprit que Kaba, nous on mutualise au niveau des producteurs et dans ce collectif, on mutualise au niveau des coopératives. Donc on mutualise autant un e-shop, ce qui est très coûteux pour une coopérative. Donc on a une petite équipe IT qui est mutualisée au sein de plusieurs coopératives. On a aussi toutes des démarches AFSCA. C'est vraiment compliqué pour les petits producteurs au niveau des démarches AFSCA. Et au niveau du collectif, on se réunit pour pouvoir avoir plus de poids pour faire changer ces règles. Et ça, ce qui est vraiment indispensable pour le développement des circuits courts. Donc ça vous donne un petit exemple, en tout cas, de comment, en fait, sur la base de coopération, on arrive à développer une coopérative. Merci bien, Mathilde. Troisième orateur que j'aimerais présenter est Dirk de Sint-Jan. Je pense que Dirk peut être qualifié de pionnier, un pionnier dans le domaine de la coopération dans l'énergie renouvelable. Avant, je me promenais avec un autocollant « Non merci au nucléaire ». On s'était moqué de moi lorsqu'on a visité la centrale nucléaire de Doel. À ce moment-là, lui, il avait une meilleure idée que de circuler avec un autocollant. Eh bien, il fut le premier en Flandre à mettre en place une coopérative citoyenne pour l'énergie renouvelable. Tout à l'heure, j'ai renvoyé à la guerre des étoiles, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu du groupe de rock de Velvet Underground dans les années 60. Et tout le monde qui entendait ce groupe créer son propre groupe de rock. Et lorsqu'on entend parler Dirk, eh bien, à chaque fois, il y a quelqu'un qui crée une coopérative pour l'énergie renouvelable. Je vais lui céder la parole pour qu'il puisse nous parler d'EcoPower. Hallo. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Goedemorgen allemaal. Bonjour à tous. Zoals Peter zei, Comme Peter vient de le dire, j'ai commencé comme un activiste écologique dans les années 70. J'ai participé à des manifestations contre l'énergie nucléaire, contre les missiles nucléaires. Et à un moment donné, j'étais en Bretagne, en France. J'étais en train de manifester contre une centrale nucléaire. Et il n'y avait que les vaches dans les prairies qui nous entendaient crier.
veldslagen hebben we verloren. On a perdu la plupart de nos batailles et je me suis rendu compte Dat we hen moeten overtuigen met qu'on een doit convaincre les personnes moyennant une alternative qui fonctionne. Mijn studies hebben wij een Après mes études, eenvoudige watermolen gekocht. nous avons acheté un vieux moulin à eau et ce moulin à eau avait une turbine qui produisait de l'électricité et qui approvisionnait tout le village en électricité. Comme c'est un monument, on a reçu de l'argent du gouvernement flamand et de la province pour relancer la turbine et ce fut le début d'une quête, d'une recherche parsemée d'embûches. On devait résoudre ces problèmes pour qu'en Flandre et en Belgique, on puisse miser sur l'énergie renouvelable. C'est un petit peu l'histoire de toute ma carrière qui se termine maintenant tout doucement. J'ai du mal à le croire moi-même. On a commencé avec 10 personnes autour d'une table de cuisine chez moi pour mettre en place une coopérative EcoPower pour ainsi rassembler des fonds pour que cette ancienne turbine du vieux moulin à eau soit restaurée. Entre-temps, EcoPower est devenue une coopérative qui compte pratiquement 70 000 membres. Enfin, je dois plutôt dire 70 000 familles parce qu'on produit de l'énergie verte et on fournit également de l'énergie à 2% des ménages flamands. Nous ne sommes pas actifs à Bruxelles. C'est un choix délibéré parce qu'à ce moment-là, on doit tout faire en 2 langues. Je pense que c'est déjà suffisamment complexe. Donc, on laisse ça aux Bruxellois et je peux également vous dire qu'il y a 2 semaines, j'ai co-signé les statuts de Brubauer et je pense que ça devra devenir EcoPower dans quelques années. Pour EcoPower, je suis également président de la Fédération européenne des fédérations d'énergie et je siège également dans le conseil d'administration d'une organisation qui est la coupole de toutes les organisations en Europe. En ce sens, on peut donc dire que nous, en tant qu'EcoPower, on n'œuvre pas uniquement dans notre propre secteur, mais effectivement, on veut que notre économie passe à une économie coopérative. On croit dans le progrès grâce à la collaboration et non pas sur la base d'une compétition. Et dans ce cadre, on estime que les coopérations doivent être sur la même longueur d'onde et je me réjouis de pouvoir être présent ici aujourd'hui chez Smart pour apporter ce témoignage. Merci Dirk. Ensuite, pour terminer, Imagine est un magazine industriel, si j'ai bien compris, et surtout un auditeur indépendant depuis 2001. Les mots-clés d'Imagine, j'ai vu sur votre site web, c'est clarifier les faits, libérer les idées et les esprits. Je crois que j'ai bien compris que votre esprit n'était pas encore prêt pour créer une coopérative pour ce que vous êtes sous Forum d'ASBL. Mais quand même, bienvenue ici. Merci Peter. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Imagine est donc un magazine indépendant, alternatif depuis 25 ans, qui est un bimestriel qui traite de questions d'écologie, de société, de relations nord-sud et qui s'inscrit dans un journalisme qu'on appelle d'impact, journalisme de solution, un journalisme qui du moins prêche pour une information apaisée, qui soit vivante, mais aussi à la fois du côté de la dénonciation et du côté des solutions, et qui propose une vision du monde qui soit à la fois libre, non conformiste, prospective, et qui en fait est une structure aujourd'hui qui emploie 5 salariés, bientôt 6, qui est effectivement en SBL, qui a un modèle économique tout à fait mixte, hybride, disons, on est à 65% de recettes propres aujourd'hui, avec pour le solde, entre guillemets, une aide du CNCD, qui est une coupole des ONG ici en Belgique, et puis une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, petite ASBL, mais qui, depuis 2020, a entrepris un gros travail de refondation, d'abord sur le plan éditorial, avec le processus Imagine 2020, qui était un processus participatif, dynamique, qui nous a amené à créer un panel de lecteurs, à écrire un manifeste, à avoir les pisteurs d'Imagine qui étaient coprésidés par Olivier de Scutter et Fatima Zibou, à faire un travail avec Collectiva, enfin, etc., pour arriver à un repositionnement éditorial
avec un nouveau site web, etc. Ça, c'était la première étape. Et puis après, on a fait un gros travail sur notre histoire, puisqu'Imagine, à 25 ans, il était pionnier sur les questions de transition écologique et sociale, sur la vision qu'on veut développer à terme, sur nos valeurs, sur nos missions. Donc on a fait un gros travail avec l'UCL, avec l'IEX Academy. Et puis est venu après le chantier dans lequel on est aujourd'hui, qui est un chantier autour de la gouvernance et autour de notre modèle économique, parce que la presse indépendante, elle vit une période qui n'est pas simple. Récemment, on a créé avec 6 autres titres amis le collectif Kiosque, qui regroupe notamment des coopératives comme Médor, Wilfried, Tchak. Et donc aujourd'hui, la presse traverse pas mal de difficultés. On ne va pas vous faire un dessin. Il y a à la fois eu la crise Covid, il y a à la fois le métier de libraire qui devient difficile, il y a l'augmentation des coûts, du papier, de l'énergie, il y a la concurrence des GAFA, enfin bon, etc., etc. On pourrait parler longuement de la situation de la presse, mais quoi qu'il en soit, dans ce contexte-là, Imagine avec le soutien de l'agence conseil Propage, la volonté de se redéployer. Donc on est dans une réflexion qui est de passer d'ASBL effectivement en coopérative, parce qu'aujourd'hui notre ASBL elle est assez classique, elle fonctionne totalement légalement, mais elle est un peu bricolée, on fonctionne de façon un peu endogame, donc on a envie de travailler sur comment on peut, à partir de notre communauté Imagine, de lecteurs, mais aussi des travailleurs, des fondateurs de la SBL, comment est-ce qu'on peut ensemble, disons, développer un projet coopératif. Voilà, donc on est là-dedans. Alors on n'a pas envie de surfer sur la coopérative mania, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est un peu tendance, même si c'est une vieille histoire dans l'économie, on ne doit pas le rappeler à Bernard Bayeux. Mais aujourd'hui, on veut que ça ait du sens et on veut que ça soit fait. On veut tirer les leçons aussi. On a fait un travail exploratoire auprès des coopératives de médias qui existent pour essayer de voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme bonne pratique et qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi. Donc on veut prendre le temps de faire les choses bien. En même temps, économiquement, on ne doit pas non plus trop traîner parce qu'on y voit évidemment pas mal d'avantages pour nous, puisque c'est à la fois cohérent par rapport à nos valeurs, l'entraide, la démocratie dans l'entreprise, etc. C'est aussi une manière de dire qu'un média qui a 25 ans peut se renouveler, peut se réinventer, mais c'est aussi une manière de associer nos lecteurs dans la gestion, tout en gardant une indépendance rédactionnelle, puisque c'est toute la question de comment on associe des citoyens investisseurs, des parties prenantes. Imagine a eu la chance pendant 25 ans de rayonner avec associations, syndicats, ONG, etc. Comment on intègre aussi ces partenaires tout en gardant la mainmise sur une ligne éditoriale claire et indépendante. Donc voilà, de ne subir aucune pression, quelle qu'elle soit, même si on a des affinités avec le monde de la société civile. Voilà, mais on pourra reparler de tout ça après. Merci bien, Hugues. Merci. La première question que je voudrais vous poser, c'est sur la croissance économique. Souvent, on voit des débats que la croissance économique est un outil capitaliste. Je voudrais poser la question à vous. Est-ce que c'est un outil capitaliste ou est-ce que c'est un moyen pour avoir plus d'impact sociétal sur l'environnement, sur vos buts coopératifs bien spécifiques? Bon. Alors, d'abord, il faut s'entendre sur le mot croissance, qui est utilisé un petit peu sous plusieurs formes. Si on s'en tient juste à la croissance, comment dirais-je, dans la perspective du produit intérieur brut, pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est aussi bien produire des GSM que augmenter le nombre d'enseignants ou les soins médicaux, etc. C'est juste une activité économique supplémentaire. Donc la vraie question pour moi, c'est pas croissance ou pas, en tout cas d'un point de vue PIB, après on peut leur donner d'autres définitions, mais c'est juste de savoir quelle est la destination des activités économiques. Et donc là, je pense qu'on revient à cette question d'impact que tu évoquais tout à l'heure. La vraie question, c'est de faire corréler l'activité économique avec les besoins d'une société et de son environnement. Et c'est là qu'on a, je pense, un gros problème dans l'économie belge, mais malheureusement aussi ailleurs, où on voit qu'il y a à la fois de la surconsommation, de la malconsommation, et de l'autre côté, des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Et donc, oui, moi je plaide pour que le mouvement coopératif
et je ne pense pas que ce soit la coopérative mania, mais on peut en discuter après, que, comment dirais-je, soit le fer de lance d'une économie qui prend réellement en compte les besoins de la société. Et quand je dis la société, c'est y compris de son environnement, évidemment, c'est aussi les aspects environnementaux. Et donc, si on doit croître dans ce sens-là, moi, je suis pour. Dank u weer. Reagir? Ja, Bon, écoutez, groei, ja, ik geloof ook, ja, zoals gezegd, comme on vient de l'évoquer, groei om de groei is niet belangrijk. croître pour croître, ce n'est pas la bonne approche. Je ne pense pas que c'est la voie à suivre. Mais ce qu'il faut faire d'urgence, c'est faire en sorte que les acteurs coopératifs prennent de l'ampleur. Et notre méthode de pratiquer l'économie doit devenir l'activité principale et ne peut pas être une niche. Et certaines personnes de notre mouvement croient également dur comme fer en ce principe. Si on prend l'énergie et la lutte contre le changement climatique, effectivement, on met les bouchées doubles. Récemment, toutes les coopératives d'énergie en Belgique ont mis en place une coopérative commune, SICOP, et grâce au soutien des autorités fédérales belges, on est parvenu à faire en sorte qu'un quart des éoliennes en Belgique soit entre les mains de coopératives. Et ça démontre notre volonté de devenir un acteur important dans le domaine énergétique. Et la Commission européenne et le Parlement européen nous soutiennent dans cette démarche. Ils nous ont également fourni des définitions il y a quelques années. Et nous sommes des personnes qui font du lobbying de manière éthique. Notre objectif n'est pas de réaliser des bénéfices, mais notre objectif, c'est d'offrir un maximum d'énergie renouvelable à nos citoyens. Et c'est ce qui nous pousse et ce qui nous anime, contrairement aux bénéfices. Oui, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, derrière le mot croissance, évidemment, il y a la question de qu'est-ce qu'on produit, est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est évidemment vertueux du point de vue social et écologique. Mais la question du sens me semble essentielle dans nos pratiques. Que ça soit de créer une banque, d'être au soutien à des circuits courts, que ça soit de créer de l'information, c'est que ça puisse évidemment atteindre une masse critique, puisqu'on est tous ici avec des valeurs, je pense, relativement communes, que le système dysfonctionne, qu'il est toxique, etc., etc. Donc, oui, moi je pense que ce n'est pas le mot croître en soi dans les écosystèmes, ça peut aussi être quelque chose d'assez vivifiant, mais il faut que ça soit des biens et des services qui aient un intérêt général, qui soient au service d'une société effectivement plus juste, plus solidaire, plus verte, etc. Et modestement, par exemple, par rapport à l'information, nous, on estime que c'est un bien précieux, c'est un bien commun, c'est quelque chose qui doit être valorisé. C'est pas une marchandise, ça a un prix, une valeur. Et donc, quelque part, si on peut atteindre une masse critique aussi de lecteurs qui, modestement, à travers notre travail journalistique, peut aussi percoler sur la société, je pense que ça peut être utile, quoi, voilà. Merci. Oui. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord. La croissance au service d'une finalité, ça a du sens. Dans les circuits courts, il y a du travail. Les circuits courts représentent un tout petit pourcentage aujourd'hui des produits qui sont consommés par les Belges. Et donc, il y a besoin de croissance et de prendre plus de place. Mais il y a une finalité, il y a le quoi, il y a le pourquoi, mais il y a aussi le comment. Croître, c'est important. Pour une finalité, c'est important. Mais ce qui est aussi important, c'est le comment on le fait, avec quelle valeur, avec quelle façon de coopérer et de travailler avec les autres. Est-ce qu'on veut prôner le rapport de force ou plutôt aplanir les rapports de force pour pouvoir avancer ensemble et se renforcer mutuellement. Et ça, à mon sens, croître, c'est là où est le risque. C'est que parfois, dans la croissance, on en perd
quelquefois les valeurs et les méthodes de travail et les processus qu'on souhaitait mettre en place au départ. Donc voilà, il y a un point d'attention, la croissance oui, mais avec des points d'attention et une réflexion continue, interne et externe, sur la façon dont on travaille. Donc, je crois que vous êtes tous d'accord que la croissance économique est nécessaire, mais ça veut dire grandir autrement, avec le respect du valeur, avec l'impact écologique, sociétal. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre l'ancrage local à un certain moment? Est-ce que c'est une contradiction ou pas? Donc dans le cas des circuits courts, en fait, ce qu'on prône, c'est plutôt un développement de plusieurs coopératives de taille moyenne, qui restent à taille humaine, et d'intercoopérer. Ce qui est vraiment un défi, l'intercoopération, c'est vraiment quelque chose de compliqué, surtout dans la période actuelle. Je dirais que dans une période de croissance, intercoopérer, ça va, puisque tout le monde fait du chiffre et est en croissance, et donc c'est beaucoup plus facile. Dans la période actuelle, qui est vraiment une période difficile, en tout cas dans les circuits courts, les marges sont petites dans le secteur alimentaire, l'agro-industrie étant donnant le là sur des marges très très serrées. On prône, en tout cas, même dans cette situation, on prône l'intercoopération, mais il faut être réaliste, ce n'est pas forcément extrêmement facile. Ça demande beaucoup de discussions, ça demande de se mettre d'accord, ça demande parfois de rogner un peu sur ses marges pour pouvoir croître ensemble et non les uns contre les autres. Et c'est tout un travail qui est fait aujourd'hui au sein du collectif 5C, qui est en cours, qui n'est pas terminé et qui n'est pas prêt d'être terminé, puisque c'est un travail de longue haleine. Même si on arrive à se mettre d'accord, il faut régulièrement se remettre autour de la table pour discuter comment on travaille ensemble. Eventjes naar Dirk kijken. Ja, bij u is groei een evidentie. Dire que chez vous, une croissance est une évidence. 70 000 associés. Comment est-ce que vous gardez les liens avec vos associés? Bon, suite à la faillite de plusieurs petits fournisseurs d'énergie à la fin de l'année passée, je peux vous dire qu'en un mois de temps, 5 000 nouveaux membres ont adhéré à notre structure, qui ont apporté un capital de 4 millions d'euros. Pour nous, le problème, c'est qu'on doit garder un équilibre entre la production et la fourniture. On a dès lors dû fermer la porte parce qu'il y avait trop de personnes qui arrivaient chez nous, il y avait trop d'argent qui arrivait chez nous et on n'avait pas suffisamment d'énergie pour les approvisionner. Mais maintenant, nous sommes 30% meilleur marché que tous les autres fournisseurs, ce qui démontre que notre modèle en ces temps de crise tient la route et parvient à résister aux tempêtes, mais toutes les autres turbines en Belgique appartiennent à Electrabel et ces entreprises réalisent maintenant de grands bénéfices. Et on espère que ça va permettre de convaincre les autorités qu'il vaut mieux de mettre les éoliennes entre les mains des coopératives. EcoPower, si on fait la comparaison avec les coopératives néerlandaises, c'est vraiment un grand acteur. C'est la raison pour laquelle il n'y a que 36 coopératives d'énergie en Belgique et aux Pays-Bas. En 10 ans, on est passé de 70 à plus de 700. Dans chaque commune, on a une coopérative énergétique. Mais là, on observe le même phénomène qu'il y a un siècle pour les banques coopératives. Pour réaliser des projets d'envergure, pour réaliser des investissements, il faut constituer des structures coupoles. Le résultat sera peut-être le même. Ce seront peut-être des coopératives énergétiques régionales et c'est ce vers quoi nous sommes en train d'évoluer en Belgique. EcoPower soutient activement la mise en place de nouvelles coopératives. On considère cela comme des petits frères et des petites sœurs qu'il faut aider à réaliser leurs premiers pas et qui doivent pouvoir marcher tout seuls. Nous soutenons les fédérations et nous sommes vraiment très actifs dans ce domaine. Je ne pense pas qu'on doive évoluer vers une grande coopérative énergétique en Belgique, mais ça doit plutôt être un réseau de petites coopératives énergétiques. Ce que j'ai ouï dire, et je pense que ça vaut également pour notre mouvement coopératif, il existe deux tendances. Une tendance qui dise que les coopératives restent une niche, que ce soit dans les banques ou dans la production durable ou dans les médias. L'autre tendance dit que nos secteurs ou le monde entier
doivent devenir des coopératives parce que sinon la situation risque d'être néfaste pour la société. Pour le secteur bancaire, alimentaire, énergie verte, médias, vous êtes plutôt niche ou vous êtes content si votre niche est vivable ou vous avez quand même des ambitions, un rêve que quand même que notre économie, notre monde devient coopératif dans sa totalité? Du côté d'Imagine, on est modeste évidemment parce qu'on sait qu'on n'a pas la force de frappe de la presse mainstream, qui sont des grands groupes de presse qui ont une solidité financière, mais qui posent aussi des tas de questions qui sont du même ressort que l'agro-industrie ou les banques mainstream. C'est qu'aujourd'hui, du côté francophone, il n'y a plus que 2 grands groupes de presse, du côté flamand 3, avec une concentration des titres et qui pose des tas de questions en termes démocratiques, mais c'est un autre débat. Mais nous, modestement, les médias de la presse indépendante, je citais les confrères tout à l'heure, je pense qu'il y a une place pour une information en profondeur, de qualité, etc. Et que les citoyens sont en attente aussi, parce qu'à la fois, il y a un média bashing, une critique très forte des médias, mais de l'autre côté, il y a une attente très forte aussi, et une culture, une consommation des médias qui est très très importante. Donc nous, on est pour une forme de relocalisation de l'information, parce qu'effectivement, on travaille au départ de Liège, Bruxelles, mais avec une vision évidemment planétaire aussi, donc ça ne nous empêche pas de traiter l'information de cette manière-là. Maintenant, sur le plan économique, c'est sûr que notre volonté est de grandir. Je disais tout à l'heure, nous, de passer d'ASBL en coopérative en 2023, on l'espère, mais de le faire de manière raisonnée, avec une communauté de lecteurs qui soit résiliente, qui soit soutenante, qui soit pas uniquement pour en fait réinjecter du capital dans l'entreprise, être un levier de développement, créer de l'emploi, de nouveaux supports informatifs, etc. Donc ce n'est pas... le développement qu'on veut mener, il s'inscrit dans cette volonté-là, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une place, même si le marché belge est très petit, le marché francophone, c'est 4,5 millions d'habitants, mais voilà, on y croit fortement et on sait que ça peut passer aussi par un soutien à la fois financier, moral des citoyens, quoi. Je pose la question à Bernard. Le secteur bancaire est quand même fort capitaliste. Et on sait bien, ce n'est pas un secret que la FSMA, la Banque nationale, n'aiment pas les coopératifs. Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Mais oui, mais non, effectivement, alors le monde bancaire, c'est très particulier parce que historiquement, les coopératives bancaires étaient aussi des toutes petites coopératives au 19e siècle qui, petit à petit, se sont regroupées, mutualisées, qui sont devenues finalement des grosses coopératives. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que l'environnement, effectivement, réglementaire fait que on ne peut pas commencer une toute petite banque à quelques dizaines ou centaines de personnes. Pour donner un chiffre, aujourd'hui, nous, on estime chez Newbie qu'on atteindra l'équilibre économique si on a 116 ou 118 000 clients actifs. Donc, pas tout de suite, hein, ça va prendre quelques années, mais voilà. Donc, pour dire simplement que déjà, il y a une rationalité économique réglementaire qui fait qu'on ne peut pas développer, dans ce domaine-là, en tout cas, une toute petite coopérative. Après, il y a une autre considération qui est celle de la cohérence aussi. Donc moi, je suis évidemment totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'ancrage local, le respect des valeurs, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment des points d'attention énormes qu'il faut avoir. Mais de l'autre côté, il y a une question de cohérence, c'est-à-dire que si on veut, dans une coopérative, avoir un impact sociétal, il faut l'assumer. Et je donne un exemple très concret. Dans le domaine bancaire, pour moi, un des enjeux énorme d'aujourd'hui, on va revenir sur l'énergie, c'est pas tellement l'énergie qu'on produit, c'est celle qu'on va ne pas consommer, c'est-à-dire la performance énergétique des habitations. Aujourd'hui, c'est très clair, dans les 3 régions du pays, le taux de rénovation énergétique des maisons et des appartements est 3 fois plus bas, plus de 3 fois plus bas que ce qu'il devrait être pour atteindre les accords de Paris, les objectifs de Paris.
Donc, on a un énorme problème, alors qui n'est pas uniquement financier, il y a d'autres considérations, mais c'est notamment un problème bancaire. Et donc, voilà, on peut effectivement dire, OK, on va faire du small is beautiful, etc., on y pensera dans 50 ans. Non, on doit y penser tout de suite. Et donc, ça demande une certaine taille. Alors, il est clair que, pour reprendre l'exemple de Newbie ne va pas avoir la capacité comment dirais-je, changer la donne totalement en Belgique sur ce point-là. Évidemment, non. Mais par contre, qu'on essaye, Newbie et d'autres éventuellement, il peut y avoir d'autres coopératives bancaires, essayent comment dirais-je, de grandir pour répondre à cet enjeu-là et à plein d'autres enjeux. Hein. Je donne un exemple simplement. Je pense que c'est indispensable si on veut être cohérent par rapport à cette ambition d'impact social et environnemental qu'on veut avoir. Donc oui, moi je suis personnellement je pense que la période du Small is Beautiful est derrière nous. Et par rapport à la question de persona, je pense que moi je vois souvent, malheureusement, et quotidiennement aussi, l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire des collectifs citoyens qui s'épuisent parce qu'ils ne sont pas à la bonne taille, parce qu'ils sont trop petits et qui n'ont pas les éléments de levier, de professionnalisation, de taille nécessaires pour que tout ce qu'ils font ait un impact réel sur la situation. Et donc je pense que la vraie question, et probablement dans chaque secteur économique la réponse est différente, il faut arriver à la juste taille entre, pour avoir l'impact maximal par rapport à ce qu'on veut réaliser. Ok, merci. Je voudrais me rendre vers vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs? Hésitation? Non? Donc, moi, je voudrais toucher un peu le sujet du réseautage. Je me rends vers toi. Vous avez quand même dit que l'idée est née au sein de SAWB. Vous pouvez donner un mot d'explication? Comment était votre impression sur le fonctionnement de SAWB? C'était très utile, un peu utile pour vous? En lien avec le réseautage? Oui, parce que c'est quand même, SAWB, c'est quand même aussi une coupole qui regroupe tous les ASBL, tous les coopératifs qui sont actifs sur le champ, tout ce qui est économie solidaire, si je peux le dire. Oui, donc SAWB est en effet une ASBL en économie sociale qui a multiples casquettes, dont une qui est d'être une fédération d'entreprises sociales et d'ASBL. Parmi tous les métiers, il y a un métier d'accompagnement, d'entreprise sociale et c'est dans ce cadre-là en fait qu'il a été identifié ce besoin de développer cette coopérative et c'est comme ça que CABA est né. Mais aujourd'hui, peut-être pour faire le lien aussi avec la question précédente, aujourd'hui dans les circuits courts, il y a quand même de nombreuses coopératives qui existent de différentes tailles. Les coopératives les plus anciennes arrivent à des tailles aujourd'hui qui sont de quelques millions de chiffres d'affaires, donc des coopératives qui ont un impact sur leur territoire. Il y a aussi des coopératives plus petites. Et ce qui est intéressant, un peu comme dans le secteur de l'énergie, c'est de voir que ces coopératives se rassemblent pour essayer de s'entraider, que les plus grosses aident les plus petites pour pouvoir se développer, parce qu'on a besoin de coopératives avec des ancrages territoriaux pour pouvoir développer les circuits courts et que ça reste, ça ait du sens, que ça continue à avoir du sens, dans le sens où que ces coopératives soient toujours en soutien des producteurs, en lien avec les producteurs, et que les producteurs soient toujours impliqués dans leur fonctionnement. Et il y a besoin d'un ancrage territorial pour pouvoir faire ça. Pour le cas de Bruxelles, c'est un peu différent. Et là, on a besoin vraiment d'être en réseau. Bruxelles, il y a très peu de production sur Bruxelles. Certaines personnes diront peut-être que l'agriculture sur des toits, dans des bacs, pourra nourrir les Bruxellois. Nous, ce n'est pas du tout la vision qu'on a. Il nous semble que pour approvisionner Bruxelles, il faut coopérer avec les autres coopératives et développer une logistique circuit court. Aujourd'hui, dans le système agroalimentaire, la logistique n'a aucun sens. Des produits du Hainaut remontent à Malines, redescendent dans la botte du Hainaut. Ça n'a aucun sens. Donc, ce développement doit se faire en réseau, en essayant de réfléchir à ce que ce soit écologiquement responsable pour le développement futur. Et l'objectif, c'est quand même de nourrir la population de manière résiliente. On a vu pendant les crises que l'agrobusiness n'est pas du tout résilient en termes de... Pendant les crises autant Covid qu'actuellement la crise en Ukraine, les circuits courts n'ont pas du tout ce problème. Et donc on a vraiment besoin de se développer et de travailler ensemble pour pouvoir avoir une taille critique pour pouvoir nourrir la population pour les années à venir.
Merci. Hugues? Oui, mais c'est évidemment capital de pouvoir, y compris dans notre domaine aussi, collaborer, échanger, s'appuyer sur les bonnes réussites des uns et des autres. Je vous parlais du collectif Kiosque qu'on a créé avec 7 médias. C'est aussi une des volontés, puisque on mesure qu'on a tous des difficultés similaires qui sont, je parlais de la fermeture des libraires, des problèmes de distribution, la question du coût du papier. Enfin, il y a toute une série de domaines où on constate qu'il y aurait là la possibilité, par exemple, mais comme on est des petites structures, les uns et les autres, s'il y avait par exemple la possibilité de créer une coopérative citoyenne pour assurer la distribution de façon dans les librairies, dans tous les circuits alternatifs, etc. On voit qu'au niveau régie publicitaire, qui peut paraître un gros mot dans certains milieux, mais on a besoin aussi de valoriser des entreprises, des services qui sont au service de la société, et nos médias peuvent être des vitrines intéressantes. Mais là aussi, comment créer une régie qui soit sur le modèle coopératif, etc. La distribution, j'en parlais, aujourd'hui une partie de notre distribution se fait par vélo cargo ou via Bipost, avec qui on a énormément de problèmes, entreprises publiques, mais qui les coûts ont explosé là aussi, les services est un peu moindre au fil des années. Mais donc, il y a une réflexion un peu systémique à mener entre nous pour essayer de voir comment on peut mutualiser certains services, comment on peut... alors, on a sollicité parmi une lettre ouverte commune qu'on a écrite ensemble, on a sollicité tous les dirigeants, les présidents de partis, les élus, les parlementaires, en proposant notamment un soutien logistique pour peut-être fédérer un peu nos activités à ce niveau-là. Donc oui, plus que jamais, on doit pouvoir travailler ensemble. Mais alors, quand tout à l'heure, je vous entends et je trouve que les modèles que vous développez sont, je trouve, assez inspirants, il y a quand même cette idée de se dire, quand on est... Nous, on se dit on va créer cette coopérative, mais comment on voit que, par exemple, il y a des difficultés très concrètes comme animer les coopératives, les assemblées générales, rester en lien avec ces coopérateurs, mais pas uniquement ponctuellement. Comment vraiment faire corps ensemble. On se rend compte que c'est parfois difficile. On voit aussi tenir dans le temps pour essayer d'avoir des ressources au service de la coopérative. Donc on voudrait essayer de tirer les leçons de tout ça pour ne pas s'engouffrer de manière inconsidérée dans le modèle qui est pour nous, il n'y a aucun doute. Mais voilà, c'est tout un défi aussi à ce niveau-là. Et je trouve que c'est ça qui est riche aujourd'hui dans le secteur, c'est qu'on voit qu'il y a des petites et des grandes, des recettes qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et voilà, donc on a tout intérêt à s'en inspirer. Dirk, je hebt het net al eventjes aangeraakt. Dirk, vous en avez déjà parlé. La semaine passée, vous avez vraiment réalisé une prouesse. Vous avez réalisé SICOP, où les citoyens auront la possibilité de participer aux éoliennes à la mer. Vous avez regroupé les coopératives d'Ostende jusqu'à Arlon. Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous dire quels ont été les problèmes? Offshore wind is een verhaal. Les éoliennes offshore, c'est une histoire qui est surtout soutenue par les garanties et par le financement des acteurs publics. La banque d'investissement européenne, par exemple, aussi d'autres banques. Et ces acteurs demandent que le courant est pris avec des accords. Nous avons déjà fait des tentatives de collaborer avec Colruyt, mais Colruyt ne s'intéressait qu'au financement pour que le cofinancement était là pour les prêts auprès de banques. Donc là, il n'y avait pas de place pour la participation directe des citoyens.
Nous avons pu convaincre les autorités fédérales que nous avions un rôle à jouer parce que eux et la Commission européenne, le Parlement européen espéraient que nous pourrons jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté énergétique. Et pour pouvoir entrer dans cette lutte, il faut avoir des ressources, de l'argent. Dans notre cas, ce sont des éoliennes qui nous génèrent des fonds et qui nous permettent de vendre l'électricité au prix de revient pour les gens qui sont en difficulté. Et suite à cela, les autorités fédérales sont convaincues du fait qu'un pourcentage de ces éoliennes offshore peuvent être pour les citoyens. Ecowent avait pu le faire tout seul, mais si toutes les coopératives énergétiques en Belgique pouvaient être rassemblées, il serait difficile d'être contre ce groupe. Nous sommes actifs dans chaque région belge et maintenant nous voyons que les prix aident les personnes en difficulté. Et ça, c'est une évaluation et on ne peut pas être contre cette évolution. Les personnes qui sont contre nous, ce sont de mauvaises personnes. Peut-être c'est bizarre de le dire ainsi, mais nous sommes un joueur éthique dans ce secteur où la personne normale, les petites entreprises sont toujours prises en bateau. Le grand système en Belgique, les utilisateurs qui utilisent le plus d'énergie ne contribuent rien à ce système. 80 ou 90% est demandé chez les petits utilisateurs, consommateurs, donc les entreprises et les familles. C'est vraiment scandaleux, mais nous ne savons même pas quand ça a été décidé. Et comme ça, les centrales nucléaires ont été construites. Donc, Electrabel gérait ce processus. Donc, il faut laisser cela derrière nous. Le citoyen doit être central. Nous, en tant que citoyens, nous devons être central dans la démocratie, mais aussi dans l'économie. Et l'actionnaire ne doit pas être celui qui est central. Et j'ai une question. Comment est-ce que vous avez réussi de rassembler toutes les coopératives énergétiques malgré les différences en taille, en ambition, en vision? Ce n'était pas trop difficile, selon moi. Pour bon nombre de coopératives plus petites, c'était leur opportunité pour finalement pouvoir faire des investissements. Parce qu'en Belgique, il est très difficile de trouver un territoire qui n'est pas contracté par de grands acteurs. Donc, nous avons nos investissements grâce à des collaborations avec des acteurs publics, avec des communes, des appels d'offres publics que nous gagnons. Mais pour bon nombre de coopératives énergétiques, c'était l'opportunité pour faire pour devenir plus professionnels. Donc, dans ce sens, ce n'était pas trop difficile. Poser la question à toi, vous êtes quand même assez seul dans votre environnement. Est-ce que pour vous, c'est important de trouver des réseaux, le réseautage? Alors, absolument. Enfin, c'est la différence une des différences fondamentales entre les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives, c'est que les sociétés de capitaux sont basées sur la concurrence. Un des principes des coopératives, c'est la coopération entre les coopératives. Alors, il est évident que lorsqu'on est dans une chaîne de valeur où on peut se compléter avec des fournisseurs, des clients coopératifs, c'est indispensable, mais c'est encore assez facile. Après, quand on est dans le même secteur et qu'on doit collaborer, là, parfois, c'est plus compliqué, mais ça fonctionne. Enfin, moi, je me souviens très bien, il y a 20 ans, plus de 20 ans, un collègue italien du secteur de l'imprimerie m'expliquait comment il fonctionnait là-bas. Eh bien, ils se sont donné la règle qu'ils peuvent implanter une imprimerie dans chaque, je ne sais plus, arrondissement, enfin, dans une certaine zone géographique, et pas plus d'une. Et là, plus ou moins, comment dirais-je, les seuls à pouvoir agir.
gros avantage, il n'y a pas de concurrence entre les imprimeries, mais en plus, lorsqu'il y en a une qui manque de boulot, elle peut faire appel aux autres pour avoir du boulot, etc. Donc, il y a une coopération qui se fait. Et donc, pour moi, c'est un des éléments qui participe à l'essence même de la coopération. Et donc, oui, il est indispensable que le monde coopératif s'allie pour que, chaque coopérative, par exemple, dans l'éventail de ses fournisseurs, privilégie d'autres coopératives plutôt que d'autres types de fournisseurs classiques. Je pense qu'on gagne tous à se renforcer. Et moi, j'ai toujours dit, dans le domaine spécifiquement bancaire, il y a aujourd'hui Newbie, mais si demain, il y a une nouvelle coopérative Newsea, Newdy, tout ce qu'on veut, moi, je suis preneur. Je pense qu'on se renforce au sein du mouvement coopératif. Je crois que tout le monde est plutôt partisan pour se lier au sein des réseaux sectoriels, où vous trouvez vos alliés. Est-ce que pour vous, le réseautage intersectoriel est important ou pas, où tous les coopératifs de plusieurs niveaux, plusieurs échelles, plusieurs activités se trouvent ensemble pour défendre les intérêts coopératifs sur le niveau régional, fédéral, européen? Voor ons is dat heel belangrijk. Dus wij C'est très important pour nous. EcoPower a fondu la fondation de pouvoir d'achat en Flandre, Koopkracht. Mais dans d'autres pays, c'est une coupule de coopératives. Et nous ne connaissons pas cette coupule. Nous ne le connaissons pas. Il y a cette division. Donc, il y avait une fédération de coopératives socialistes et FEBECOOP à l'héritage de cela. Il y avait les travailleurs chrétiens, les agriculteurs, les libéraux, peut-être des communistes à l'époque. Mais il n'y a jamais eu une fédération belge des coopératives. Et dans d'autres pays où c'était le cas, par exemple le Royaume-Uni, parce que là, on est plus fou, les coopératives sont plus fortes. J'ai déjà entendu qu'il y a un pays coopératif. Le pays de Galles s'est autoproclamé un pays coopératif. Donc, dans ce sens, je crois que nous devons collaborer de manière intersectorielle parce qu'avec cette voix commune, nous sommes beaucoup plus forts dans le lobbying envers les partis politiques. Nous pouvons utiliser cette voix commune. Et pour nous, en tant qu'EcoPower, c'est logique quand il y a une réception organisée que nous donnons du vin coopératif, que le fromage est produit par une fromagerie coopérative. Donc, c'est logique pour nous. Peut-être ce sont de petites choses, mais je peux vous assurer du fait que certains groupes coopératifs plus grands n'y pensent pas. Donc, il faut avoir cet esprit coopératif, même dans des organisations plus grandes. Il faut vraiment continuer à y penser chaque jour. Nous, en tant qu'EcoPower, nous avons de dizaines, milliers de personnes qui n'ont jamais entendu parler d'une coopérative et leur donner des formations, leur expliquer quelle est notre différence, quelle est la plus-value pour vous, pour la société. Donc, il faut vraiment y travailler chaque jour. Il faut avoir une communication claire, l'éducation, l'un de nos principes, ça doit être central si nous voulons nourrir cet esprit coopératif. Mathilde, la question pour toi. Vous avez besoin d'une coupole, réseautage intersectoriel? Aujourd'hui, je dirais qu'on met beaucoup d'énergie dans une coupole sectorielle, ce qui est déjà beaucoup d'efforts pour une coopérative de notre taille et pour la plupart des coopératives qui font partie du collectif 5C. Je suis tout à fait en accord avec les autres participants. Il faut avoir une cohérence avec les fournisseurs avec lesquels on travaille et les coopérations qu'on met en place. On privilégie toujours de travailler avec le monde coopératif et plus particulièrement l'économie sociale, le secteur de l'économie sociale. C'est vraiment important pour nous. Et d'ailleurs, on attend Newbie les comptes bancaires pour les entreprises pour pouvoir sortir d'où on est en ce moment, sans le citer. Après, avoir une coupole intersectorielle, moi, je poserais la question
dans quel but. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, coopérer, il faut avoir un but commun et donc il faut déjà définir pourquoi faire et comment on veut le faire. Et alors, oui, pourquoi pas, si ça a du sens pour soutenir le mouvement coopératif belge. Mais ça doit être défini clairement, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on est là et à quoi on doit contribuer, quoi. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par Dirk sur la question de l'éducation. Mais je pense que c'est vraiment essentiel pour le secteur coopératif à deux niveaux, me semble-t-il. Le premier, c'est la formation des économistes à la base, donc dans les universités, les hautes écoles, parce que à les sensibiliser déjà à cette question du modèle coopératif, plus que ça, à les former dans un esprit, j'en parlais encore récemment avec Sibylle Mertens qui gère le secteur chez HEC Liège. Ils doivent se battre pour essayer de transformer un peu à la fois les cursus, à la fois... donc ça me semble vraiment important pour former la génération de demain d'économistes qui puissent irriguer la société avec les valeurs qui sont celles du monde de l'entreprise sociale et coopérative. Et deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est la question de sensibiliser les citoyens. Encore trop de citoyens méconnaissent les vertus de ce modèle. À l'inverse, d'autres peut-être sont déjà très convaincus. On peut être des parts dans plusieurs coopératives. Se posera la question du pouvoir d'achat aussi à un moment donné. Comment ces citoyens investisseurs pourront continuer à faire tourner positivement la machine coopérative. Mais donc il y a clairement pour moi, à mon avis, un enjeu essentiel d'éducation et évidemment aussi de démocratie, mais ça c'est encore un autre débat sur comment la classe politique puisse vraiment prendre la mesure du côté très résilient du modèle coopératif et voilà, par les temps qui courent, on sait qu'on va aller vers de plus en plus d'incertitudes à tout niveau et donc voilà, il me semblait que c'était important de rappeler cette double dimension. Donc, oui, Bernard, non, je ne vais pas rajouter tout ce qui a été dit. Juste dire que on est un pauvre petit pays en Belgique. Hein. On est à des années-lumière, comme tu le disais, de ce qui se passe ailleurs. Allez, je reprends l'exemple italien. Le principe coopératif est dans la Constitution italienne. Hein. Dans la Constitution italienne, les coopératives, on parlait d'éducation en Italie, elles ont l'obligation, par la loi, de céder une partie de leurs résultats dans des fonds qui justement vont travailler à l'éducation à la fois en interne au sein des membres des coopératives, des travailleurs, etc., mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la population. Des fonds qui par ailleurs servent aussi à financer le lancement de nouvelles initiatives coopératives. Même chose en France, ça existe aussi, les coopératives comment dirais-je, contribuent, cotisent pour développer des fonds qui favorisent des start-up coopératives, etc. En Espagne, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc on est vraiment à des années-lumière de ça en Belgique. Et donc oui, c'est essentiel et urgent de travailler ensemble et de créer des structures de défense et de promotion de la coopérative. Dirk? Misschien is het ook goed om op te merken dat... Peut-être il y a encore une remarque importante. Pour la Commission européenne, pour le Parlement européen, chaque coopérative fait partie de l'économie sociale. Ik weet dat we hier in België sociale economie, dan denken we aan beschutting. Je sais, en Belgique, avec l'économie sociale, nous pensons aux ateliers de travail adaptés, par exemple, mais les mutualités aussi font partie de l'économie sociale et cela change beaucoup. Parce que, par exemple, lorsqu'une commune cherche un partenaire pour installer des panneaux solaires, cette organisation peut également dire, à la permission de dire de l'Europe, de chercher un collaborateur de l'économie sociale parce que les gains sont utilisés pour d'autres buts socio-économiques. Donc, ça change vraiment beaucoup. Donc, en Belgique, en tant que coopérative, nous devons nous prononcer encore plus. Nous devons dire que nous faisons partie de l'économie sociale
que nous offrons l'alternative par excellence pour l'économie néolibérale actuelle qui se coince toujours et les personnes les plus faibles dans la société sont toujours les perdants dans ce système. Je vois deux mains. D'abord, monsieur, pour la première que je vais donner un micro, peut-être. S'il vous plaît. I will ask a question in English. No problem. Alors, je vais poser ma question en anglais. Je m'appelle Joseph. The discussions are quite interesting. Alors, ces discussions qui sont intéressantes, Sharing. j'aime ce que vous dites. Two questions. Et j'ai deux questions. Very short. Je vais être bref. Mathilde, you mentioned. Mathilde, vous avez évoqué les chaînes de valeur, les filières et les circuits courts. We have been seeing how Et on voit qu'il y a des perturbations dans les filières à cause de la Covid ou à cause de conflits russo-ukrainiens ou à cause des effets de changement climatique. En quoi les coopératives peuvent-elles contribuer à restructurer les différentes filières des chaînes d'approvisionnement? Deuxième question. Alors, vous avez parlé du réseautage. Alors, comment les coopératives peuvent-elles travailler ensemble, réseauter, pour qu'elles perçoivent le rôle qu'elles peuvent jouer et aussi accroître leur propre visibilité? Comment peuvent-elles communiquer ce qu'elles font et comment faire en sorte que les gouvernements reconnaissent également le rôle des coopératives? Vous avez parlé de l'économie sociale. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très à la mode aujourd'hui. Les coopératives sont une des composantes essentielles de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il faut que les coopératives accroissent leur visibilité et qu'on sache ce qu'elles font. Et donc, voilà, je voudrais relier ces trois questions. Comment les coopératives peuvent-elles coopérer? Quel serait leur rôle? Et comment peuvent-elles contribuer à la reprise et aussi dans différents secteurs? On sait que différentes organisations sectorielles travaillent main dans la main. Et comment les coopératives peuvent-elles communiquer ce qu'elles font? Merci. C'est une question assez dense. Donc, dans le cadre des circuits courts, il y a en effet une structuration qui est en train d'être faite entre coopératives. Donc les coopératives sont des coopératives locales et donc et souvent au niveau de province, donc au niveau provincial. Je reprends. Au niveau du collectif 5C, on est un collectif de coopératives. Et dans ce collectif, il y a aussi, je dirais, des sous-collectifs qui sont provinciaux, où là, il y a une organisation qui se fait par province, et notamment pour la logistique. Donc pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des hubs logistiques qui sont en train d'être construits dans les différentes provinces wallonnes. Notamment Liège, Charleroi et Namur. Donc ça, ce sont les trois hubs principaux et un autre hub en province du Luxembourg. La stratégie qu'on est en train de développer, c'est qu'en fait, on aura des hubs sur les lieux de production, ce qui est déjà le cas, mais ce sera des hubs de plus grande ampleur. Dans ces hubs sur les lieux de production, on réunit l'ensemble des productions locales. Et ensuite, ces productions peuvent circuler entre hubs pour pouvoir compléter l'offre de chaque région ou de chaque province qui est manquante. Donc, par exemple, chaque province peut avoir ses forces. Le Namurois ou le Béoué sont plutôt connus pour les légumes, la province du Luxembourg pour la viande et les fromages. Et donc, c'est d'utiliser les forces de chaque province, de pouvoir réunir les produits de chaque province. Donc, il y a une organisation logistique au niveau de la provinciale pour pouvoir réunir les produits, puis pouvoir les faire circuler entre les autres provinces, Bruxelles compris, quand c'est nécessaire. Ceci étant dit, il y a quand même un point d'attention des provinces elles-mêmes pour pouvoir dire la priorité, c'est de nourrir les habitants des provinces et de la zone, puis les surplus peuvent être envoyés sur d'autres régions. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, alors je ne dis pas que uniquement les coopératives pourraient le faire, mais aujourd'hui, c'est le mouvement coopératif qui est à l'origine de cette organisation. Disons que le fait d'être en coopérative, ça apporte, je pense, on est en coopérative parce qu'on a une attention particulière à répondre à des besoins sociétaux.
Et donc la coopérative est une réponse à ça, en pouvant inclure des citoyens dans nos organisations. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une attention particulière à développer la résilience alimentaire en Belgique. En quoi ces structures sont plus résilientes? Elles reposent sur des systèmes plus petits, de taille quand même importante, mais quand même plus petits que le système de l'agrobusiness, qui, dès qu'il rencontre un problème, peut avoir des disruptions beaucoup plus importantes. Là, ça repose sur des structures plus petites qui sont donc plus résilientes dans le temps et aux crises. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a quelqu'un qui veut réagir? Ja, dus wat betreft energie... Oui, pour ce qui est de l'énergie, je peux vous dire que nous, on a l'avantage, lorsqu'il s'agit d'électricité, qu'on bénéficie d'un réseau. Comment collabore-t-on et comment essaye-t-on de mettre en place une croissance? En Flandre, vous devez savoir qu'EcoPower fournit de l'énergie verte aux coopérants des autres coopératives d'énergie s'ils vendent l'énergie produite à EcoPower. Ainsi, en Flandre, il n'y a qu'un seul fournisseur, EcoPower, qui collabore avec les autres coopératives d'énergie. En Wallonie, un autre modèle a vu le jour. C'était un petit peu plus tard que ce modèle a vu le jour. Là, je pense que 7 ou 9 coopératives ont créé Cociter. C'est un fournisseur commun. Ce sont donc deux modèles de coopération en ce qui concerne la fourniture d'énergie verte. Au niveau européen, on a constaté que de plus en plus de coopératives énergétiques sont actives dans le partage de véhicules électriques. Et ces coopératives sont en train de développer une application pour pouvoir en assurer la gestion. On a tout rassemblé et au niveau européen, on a créé une coopérative européenne qui s'appelle TMF, Mobile Factory. Je pense qu'il y a maintenant 15 coopératives issues de 6 pays utilisent une application commune. C'est une application très professionnelle qui marche très bien. Et bientôt, quelqu'un qui en Belgique est membre de Carthago pourra, à Barcelone, auprès de la société sœur, prêter une voiture à Barcelone. Ce sont des méthodes qu'on met en place pour professionnaliser, pour ainsi pouvoir collaborer à un niveau plus élevé. Il y avait encore une question? Alors, d'une part, on est tous très conscients du défi écologique, voire sociétal. Le rapport du GIEC est là. On est des individus de plus en plus enclins à vouloir s'engager dans des activités qui font sens. Mais il a été aussi rappelé que les performances énergétiques, là-dedans, la Belgique est un très mauvais modèle. Et je me questionne, comment se fait-il que les politiques puissent rabaisser la TVA sur les énergies fossiles, enfin, il y a l'électricité, mais il y a aussi le gaz, sans baliser par des quotas. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui va à l'encontre du pollueur-payeur. On ne permet pas, dans ce sens-là, de conscientiser chaque individu sur l'émission carbone par habitation. Je pense que ça serait souhaitable que, dans le sens de porter des valeurs, que ce soit à travers des coopératives ou des sociétés, il y ait vraiment un cri d'alarme, peut-être de manière journalistique, pour conscientiser les individus et les politiques surtout à baliser par des quotas énergétiques. Donc la question est, quel est votre message vis-à-vis du monde politique, le gouvernement fédéral actuel vis-à-vis de la crise qu'on connaît? Ja, ik heb het niet helemaal 100% Bon, je ne suis pas certain d'avoir entièrement compris la question, mais nous, en tant que coopérative d'énergie, on ne demandait pas de diminuer la TVA. Dat is eigenlijk, en heel veel mensen in sociale
Il y a beaucoup de personnes qui bénéficient du tarif social. Bon, ce sont des mesures qui sont dites faciles, mais qui fondamentalement ne vont pas vraiment changer la donne. Je vais vous donner un exemple. J'habite dans un logement co-housing. On a accueilli 7 réfugiés ukrainiens et ces réfugiés sont maintenant dans un ancien immeuble du bureau qui doit être isolé. Il faut remplacer le chauffage au gaz par une pompe à chaleur. Mais maintenant, on a bénéficié du tarif social pour le gaz et l'électricité. Et l'envie de rénover le bâtiment s'est effritée. EcoPower a distribué 5 millions d'euros à ses coopérants. Chacun a reçu 100 euros. Bon, nos prix n'ont pas fortement augmenté. Je pense qu'il fallait dépenser ces 5 millions d'euros à des mesures structurelles. J'ai également été élu communal et je peux vous dire que pour les hommes politiques, c'est très facile. Ils sont dans une majorité. Et le plus facile, bien évidemment, c'est de distribuer de l'argent. Donner de l'argent à la commune, donner de l'argent aux citoyens sous forme d'une prime. Mais les mesures structurelles qui s'imposent, ça pour ces hommes et femmes politiques, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais que des tentatives sont entreprises, mais il s'agit là d'un problème très aigu. Et je reviens d'un voyage en Grèce. Avant la crise, avant la guerre en Ukraine, 40% des Grecs ne pouvaient plus payer ces factures d'énergie. Maintenant, ce pourcentage est de 70 ou 80%. Et que se passe-t-il en Grèce? Eh bien, les Grecs ne payent plus, tout simplement. On court le risque que le système s'effondre. Si en tant que Belge, on ne paye plus nos factures, c'est ce qui risque de se passer. Et c'est ce qui se passe à Bruxelles. On peut se poser la question de savoir pourquoi à Bruxelles, il n'y a que 2 fournisseurs. C'est tout simplement parce que les gens ne payent pas leurs factures ici. Et en tant que nouveau fournisseur, ça risque d'être bien évidemment très difficile de survivre. Les autorités sont confrontées à un défi, à un problème majeur. Le plus facile, c'est de distribuer de l'argent, mais bien évidemment, ça ne résout rien sur le plan structurel. Nos modèles, nos coopérants payent 30 à 40% en moins. C'est une grande différence par rapport à la diminution de la TVA. Ce que nous, on fait, c'est structurel. Il faut dès lors que le secteur des coopératives d'énergie puisse s'agrandir pour que, non pas 10%, mais 20% de la population en bénéficie. Parfois, on dit « never waste a good crisis », mais le moment de crise, c'est le moment où les gens collaborent, mettent en place des coopératives et il faut utiliser cette crise pour obliger nos autorités à renoncer au modèle actuel. Je pense qu'il faut sortir les ménages et les petites entreprises du marché libre parce que ce sont les seuls qui se trouvent actuellement dans ce marché. Merci Dirk. Oui, Bernard? Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer le social et l'environnemental. Donc, dans une étude de 2019, donc c'est bien avant la hausse des prix de l'énergie, la Fondation Roi-Baudouin indique que 15%, je n'ai plus le chiffre précis, mais de l'ordre de 15-16% des ménages en Flandre sont en état de précarité énergétique. C'est-à-dire que leur budget, enfin l'utilisation normale d'un budget ne leur permet pas de faire face à tous les coûts d'énergie. À Bruxelles et en Wallonie, on monte à de l'ordre de 25%. Et ça, c'était donc avant la hausse des prix de l'énergie. Les 12 derniers mois, le coût du gaz sur la facture, je ne parle pas des autres aspects de la facture, mais sur le gaz, ça a été multiplié par 4. Et donc, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors, sensibiliser, bien sûr, mais il y a d'abord ce problème-là qui est un problème social fondamental. Et donc, il y a des mesures urgentes qui ont été prises, et je ne les défends pas, mais il fallait prendre des mesures urgentes. Alors, on peut discuter, est-ce qu'il fallait la TVA à 6%, est-ce qu'il fallait le chèque à 100 €, etc. On peut discuter de tout, mais je veux dire, il y avait un besoin urgent auquel il fallait faire face. Maintenant, la question, c'est que fait-on sur le moyen terme? Et si je dis qu'il ne faut pas opposer le social et l'environnemental, c'est que ça va de pair.
Alors, il y a la question des locataires, c'est encore une autre question, mais parmi les propriétaires, donc ceux qui sont propriétaires de leur habitation, qui sont propriétaires des passoires énergétiques, c'est essentiellement les bas revenus. C'est rare quand on a des très hauts revenus qu'on a une passoire énergétique. Et donc, c'est ceux-là qu'il faut aider à rénover énergétiquement leur habitation, à la fois sur un point de vue social, parce qu'ils savent tout simplement plus suivre le paiement des factures et qu'ils sont dans une situation dramatique, et sur le plan environnemental, parce que c'est là où on a le gain le plus important environnemental. Et donc, clairement, il y a aujourd'hui la nécessité au niveau public de faire une stratégie qui favorise la performance énergétique des habitations des classes moyennes inférieures. C'est clairement là-dessus qu'il faut aller, et je pense que le monde bancaire doit également jouer son rôle. En tout cas, c'est l'intention de Newbie. Ok, merci. Il est midi. Je propose de laisser le temps à une dernière question. Je vois, pas de questions. Pour clôturer le débat, oui, quand même. Une réflexion que j'ai par rapport à la coopérative, parce qu'il y a tellement de formes de coopératives. Quand on sait que SWIFT est une coopérative, ça fait sourire. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ces autres types de coopératives qui existent et qui sont quand même présents dans notre société et qui ont aussi un rôle? Il y a Serra, dont je peux en sortir quelques-uns comme ça, qui sont quand même assez effrayants. Voilà, c'est une question comme ça par curiosité. Oui. Votre question est qu'il y a plusieurs types de coopératives. Qu'est-ce que c'est une coopérative? Donc, quand SWIFT, comme coopérative, Oui, c'est quand même assez... La question, donc, est-ce que vous avez l'air de dire qu'il y a des coopératives plus vraies que les autres, c'est ça? Voilà, je laisse peut-être la parole à Dirk, mais 2 minutes, Dirk, parce qu'autrement, on est parti pour 2 heures, je crois. Oui. Disons... Oui, pardon, je vais m'exprimer en néerlandais. Ja, dat gebeurt nog. Er zijn grote coöperaties. Écoutez, il y a eu de grandes coopératives où celles-ci existent toujours, comme Serra, Arco, Bacop, la banque. Moi, je proviens d'une famille où mon père était dans le comité de direction de BAC. Moi, je proviens d'un milieu syndical. Hadden zij maar coöperaties omdat de socialisten... Ils avaient des coopératives parce que les socialistes les avaient également. Et lorsque les socialistes n'avaient plus de banque, ils n'en avaient plus besoin non plus. Lorsque les socialistes n'avaient plus de journal, ils n'en avaient plus non plus. C'est le jeu d'action et de réaction. L'esprit coopératif n'était plus au rendez-vous, c'était simplement une réaction à ce que les autres faisaient. Et lorsqu'on prend le cas de Serra, ils ont fusionné avec une banque capitaliste. Ils ont quitté la voie de la coopérative. Lorsqu'on regarde le Conseil national des coopératives, c'est quelque chose sur quoi on a fortement misé, mais on a été fortement déçus. Een van de hoofdstromen, laat ons zeggen. Un des courants principaux en lien avec Serra et le Boerenbond n'a pas lutté pour un statut solide dans le nouveau code des sociétés, et grâce à FEDECOOP et grâce à d'autres acteurs, on y a également apporté notre soutien. On a pu réaliser on a pu réaliser notre objectif plutôt. Il y a donc des coopératives qui ont quitté la voie tracée et je pense qu'on ne doit pas y trop prêter attention et on doit continuer avec ceux qui suivent cette voie. Une dernière question pour Tine. Malheureusement, sans micro, on n'entend rien en cabine. Ce n'est pas vraiment un ajout. Je pense que ce que Dirk vient de dire est tout à fait vrai, mais il y a également des différences entre des coopératives de personnes physiques comme EcoPower, où on peut devenir actionnaire chez EcoPower, par rapport à SWIFT, où ce sont surtout des personnes morales qui sont actionnaires. Il y a beaucoup d'organisations qui, pour des raisons fiscales, optent pour cette voie, mais
qui n'ont pas le lien direct avec les citoyens en tant qu'actionnaires. DEFI, c'était également une coopérative où les communes sont actionnaires. Oui, SWIFT, c'est également le cas. Oui, il y en a pas mal. Il y en a Kyriel qui utilisent ce moyen de la coopérative, mais qui n'ont pas nécessairement le but de jouer la carte des valeurs coopératives. Voilà, je vous propose maintenant de clôturer le débat. Dernier mot, dernier souhait, dernière impression. Oui, enfin, juste par rapport à cette question-là, d'abord, je pense que je me méfie toujours de ceux qui lavent plus blanc que blanc. Donc, je pense qu'il faut accepter effectivement une diversité de modèles coopératifs, ça c'est une chose. Deuxième chose, ça n'a rien à voir avec SWIFT, etc. SWIFT, c'était le résultat de l'ancien code des sociétés où, en fait, on galvaudait la notion de coopérative. Heureusement, effectivement, comme tu l'as dit, maintenant, on a réussi à ce qu'au moins il y ait une référence avec les valeurs internationalement reconnues des coopératives. Donc, on peut espérer que à l'avenir, seules les, entre guillemets, vraies coopératives, celles qui respectent ces valeurs-là, s'y retrouvent. Après, je pense que c'est aussi notre responsabilité à nous, en tant que coopérative, de faire en sorte de donner l'exemple. On va pas gagner la bataille à coup de contraintes. On va gagner la bataille parce qu'on va montrer que le modèle coopératif est non seulement vertueux, mais qu'il est aussi avantageux. Donc, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Moi, je peux parler pendant des heures en montrant tous les avantages économiques que représente le modèle coopératif par rapport à un modèle capitalistique. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va gagner la bataille, en montrant un bon exemple, en étant pédagogique et en faisant de l'éducation populaire, plus qu'en mettant des contraintes dans les lois. OK. Dan denk je dat we hier het debat kunnen afsluiten met een warm... Voilà, je pense qu'on peut maintenant clôturer le débat. Je vous demande des applaudissements nourris pour les membres du panel.